Alors, le sujet, c'est donc les petites lignes de desserte fine des territoires, comme le rappelle le Président. Ma langue pourrait fourcher de temps en temps, mais je vous propose d'en faire de même, c'est-à-dire les appeler petites lignes. Elles ne le méritent pas, mais ça peut faire gagner du temps à tout le monde. Alors, de quoi parlons-nous? En deux mots, je rappelle de façon un peu précise ce qui nous réunit aujourd'hui. Tout commence avec le rapport sur l'avenir du transport ferroviaire issu d'une mission conduite par Jean-Cyril Spinetta, qui est divulgué donc en mi-février 2010. Le rapporteur présente les fameuses petites lignes de desserte des territoires comme, je cite, un paradoxe. Quelques chiffres très rapidement que j'ai glanés dans son rapport. 1,7 milliard d'investissements par an pour 42% du réseau, 2% des voyageurs. Dont il faut sortir pour faire porter tous les efforts sur, dit Jean-Cyril Spinetta, la partie la plus circulée du réseau. Problème, leur classification dans les catégories 7 à 9 de l'Union internationale des chemins de fer, laquelle classification repose sur les tonnages supportés par les voies et définit les politiques de maintenance globalement et rend improprement compte de l'utilité réelle de ces petites lignes. Pour cette raison, le rapport recommande à la fois la réalisation d'un audit rigoureux, ligne par ligne, c'est sa recommandation numéro 1, et une nouvelle réglementation segmentation du réseau, en fonction de l'utilité réelle de ces différentes composantes, c'est sa recommandation numéro 2. Très vite, élus, régions et différents experts s'inquiètent d'un risque d'abandon de services publics ferroviaires dans les territoires, mais l'État, alors tout-puissant, veut aller vite, fait passer la réforme ferroviaire avant la LOM. Malgré la grève dure lancée par les syndicats de cheminots, la loi pour le nouveau pacte ferroviaire est promulguée le 27 juin. Le rapport Spinetta en est le socle, sauf sur la question des petites lignes, renvoyées au CPER. La loi rappelle cependant les obligations d'aménagement du territoire. S'appuyant sur les recommandations numéro 1 du rapport, mais aussi celles du comité d'orientation des infrastructures, n'est-ce pas, Philippe, et les demandes des régions, le gouvernement charge SNCF Réseau de réaliser un audit des forces et des faiblesses du dit réseau ligne par ligne. C'est chose faite dès l'été 2018. D'autres initiatives sont prises dont nous reparlerons tout à l'heure. Et plus récemment, alors que la crise des Gilets jaunes continue et sur la base de cet audit, l'État confie une mission de définition d'une stratégie au préfet François Philizot, ici présent, qui vient de commencer son travail. Quel avenir pour ces petites lignes? Quelles solutions consensuelles devraient émerger? Quelle stratégie adopter, donc? Avec quels moyens et pour quels services? Comment résoudre la question spécifique des petites lignes de fret? Voici quelques-unes des questions que nous allons tenter d'aborder. Alors, on va le faire à travers un questionnaire, vous savez, comme on le fait traditionnellement, que je vais soumettre à tour de rôle à chacun des intervenants. Alors, il faut que je retrouve mon questionnaire, qui est là. Donc c'est embêtant. Voilà. Alors, la question 1 que je vous propose, c'est d'essayer de voir si le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui est favorable à une évolution positive des choses, c'est-à-dire à la recherche de solutions consensuelles, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Bon, après le rapport Spinetta que j'ai évoqué, plusieurs initiatives ont été prises. Outre l'audit réalisé par SNCF Réseau, dont je viens de parler, un livret méthodologique, Louis en a dit un mot, des lignes de desserte fine du territoire montrant les bonnes pratiques et les économies possibles a été diffusé par SNCF Réseau à l'automne dernier. En novembre, un groupe de travail du CGEDD a été chargé de proposer, d'ici septembre 2019, des référentiels de maintenance et d'exploitation adaptés aux lignes 8C 7 à 9. C'est à ce moment-là, effectivement, que la lettre du directeur général des infrastructures désavouait au passage le rapport Spinetta sur ce sujet. Et enfin, donc, la mission a été confiée à François Philizot. Alors, la question que je vous soumets à tous est donc la suivante. Où en sont les choses? Quel est l'état des lieux et des connaissances actuelles du réseau suite à cet audit permettant de dégager rapidement les priorités et facilitant le travail, si je puis dire,
de François Philizot. Peut-on considérer qu'après ce travail collectif qui est en train de cheminer, et à la veille de choix politiques importants, le terrain est dégagé pour cette question des lignes ferroviaires de desserte fine du déviatoire et qu'on débouche sur de vraies solutions. Alors je propose à François Philizot de prendre la parole et de répondre à cette série de questions et de nous dire si sa mission se présente sous les meilleurs auspices. La mission a une caractéristique parmi d'autres, c'était de nous permettre d'être dans un contexte qui est toujours intellectuellement plus stimulant que d'opérer une addition et une soustraction simple. Vous avez bien compris qu'à travers les choix exprimés par le Premier ministre, avant même le directeur général des infrastructures et des transports de la mer, dès la publication du rapport Spinetta, donc le choix du gouvernement était de dire qu'on n'était pas dans une logique de, si on peut des mots brutaux, de fermeture massive des lignes de dessertion du territoire, oui, si c'est un petite ligne pour les ni dans une perspective d'opération telle qu'elle a pu être opérée sur les routes, les élus locaux l'ont en tête, ou en 1973, en 2004, quand on prend les deux grandes échéances, l'État a transféré, moyennant des soultes, calculées dans des conditions qui ne m'appartiennent pas de commander, même à titre historique, et a transféré massivement au département une partie du réseau routier national. Donc ça n'est pas la logique qui est suivie par le gouvernement. La logique qui est suivie par le gouvernement, c'est d'essayer, si vous me permettez cette métaphore, de tracer un itinéraire spécifique pour cette composante du réseau national, qui repose sur une relecture de sa consistance, la consistance dans ses différents aspects, que ce soit une consistance purement matérielle, c'est-à-dire l'analyse de la réalité des lignes aujourd'hui physiques des lignes, de leur état. Certaines sont en bon état, d'autres sont en état faut-il dire, de décrépitude avancée. Je pense que pour certains on peut dire, parce qu'on en a fermé, on ne pouvait plus faire circuler des lignes. Et au-delà de la réalité matérielle, la réalité en termes de service de ces lignes, sachant que tout le monde a conscience que ce réseau, derrière la communauté mathématique issue de l'appréciation du tonnage et de la formule qui a toute sa valeur, enfin, la technique mise au point par l'Union internationale de chemin de fer, ce réseau est extraordinairement divers. J'ai coutume, depuis quelques semaines, c'est une coutume toute récente, il y a des coutumes qui s'installent, qui sont plus graves que d'autres, de donner comme terme de comparaison la ligne qui va de Toulouse à Colomiers, qui est une ligne c'est même pas du périurbain, c'est le cœur de l'agglomération toulousaine. On est dans les milliers de petits habitants au kilomètre carré d'un bout à l'autre de la ligne. Quand on va avec 20, ça commence à baisser, l'île d'Orléans, ça baisse encore plus, puis on s'éloigne de Toulouse. Donc Toulouse-Coulommiers, puis la ligne qui dessert Montfief, Nivernais, 1500 habitants pour le tête de ligne, 12 habitants au kilomètre carré dans le canton, 17 dans l'arrondissement de Cassis, ou à peu près. Et Corbigny, c'est 12 habitants au kilomètre carré sur le canton, 12 à peu près. Donc une ligne qui, quoique n'étant pas en zone de montagne, est un peu au milieu de nulle part. Et 2 trains par jour, un train de fret par semaine à peu près, et une ligne fermée, ouverte depuis longtemps maintenant, grâce aux efforts des régions. Donc un réseau qui est totalement hétérogène à tous égards, à raison de son état, à raison de l'usage qui en est fait. Donc avec des enjeux auxquels il faut trouver une cohérence, parce que derrière l'apparente cohérence de la classification cette année, la réalité c'est celle de l'incohérence aujourd'hui. La situation d'une région à l'autre est également très différente entre la région de France, avec laquelle je me suis entretenu, et trois petites lignes, et celle que vous avez citée, c'est-à-dire Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Grand Est, on voit bien que l'enjeu n'est pas le même. Donc l'objectif qui est celui qui m'a été assigné est de réussir à trouver un certain nombre de lignes directrices nationales, parce que nous sommes sur une politique nationale, un enjeu de politique nationale, un élément du réseau ferroviaire national, donc un certain nombre de lignes directrices nationales qui donnent de la visibilité, de la lisibilité à l'action politique que veut ce gouvernement sur cet aspect de la politique d'aménagement du territoire
Au passage, en tant qu'ancien datarien, je rappelle que l'aménagement du territoire n'est pas une politique stricte de compensation en faveur de zones plus ou moins dépeuplées et plus ou moins rurales. La politique des métropoles est aussi une politique d'aménagement du territoire. Les grandes liaisons, les liaisons à grande vitesse sont un élément d'une politique d'aménagement du territoire. Je fais toujours cet incident, vous m'en excuserez. Donc, des éléments d'une politique nationale et en même temps une adaptation à une réalité locale qui est très différente dans un univers ferroviaire qui est en évolution. C'est le sens de la réforme du pacte ferroviaire, une évolution qui nous conduit vers des modes de gestion plus différenciés. Quand je dis mode de gestion plus différencié, c'est une façon pudique, par exemple, de dire qu'il y aura plus de concurrence demain dans le mode, dans l'exploitation du système ferroviaire en France. Quand je dis l'exploitation du système ferroviaire, j'entends le système ferroviaire dans son ensemble, pas uniquement la gestion de tel train sur telle ligne. Donc le chemin, c'est celui-là. Réussir à dessiner ensemble, entre l'État, les régions et la SNCF, en particulier SNCF Réseau en l'espèce, mais les opérateurs de services ont leur mot à dire et des données à fournir au demeurant, pas seulement leur mot à dire. Dessiner une trajectoire qui soit une trajectoire compréhensible, visible, de longue durée. Tout le monde demande une trajectoire de longue durée. Et savoir la décliner en fonction des réalités locales, à la fois parce que chaque région n'a pas nécessairement exactement la même volonté politique, le même point de vue, et parce que dans cette diversité du réseau, il faut que nous trouvions des solutions qui soient adaptées et donc différentes. C'est l'enjeu simple, qui est la mission qui m'est donnée, sachant qu'il est clair pour tout le monde, et je m'arrêterai là pour ne pas être trop long, qu'en 4 mois, on ne peut pas régler toutes les questions de toutes les lignes. Et dernier commentaire, qui est un commentaire un peu optimiste, je sens aujourd'hui une vraie volonté de l'ensemble des acteurs du système de poser le problème et de poser le problème dans sa complétude, dans toute son étendue. Je n'ai eu aucune difficulté à voir s'ouvrir les portes de l'ensemble des régions. Au contraire, je sens que mes interlocuteurs souhaitent vraiment aller au fond des choses et sortir d'une gestion qui est une gestion insatisfaisante parce qu'elle était à la fois faite d'engagements importants qu'on ne tenait pas à travers les contrats de plan, fondée sur une analyse insuffisante de la réalité du réseau et de son potentiel, et imparfaite parce qu'on n'allait jamais jusqu'au bout des objectifs.